de cette séance, on va étudier un autre type de fonctionnement des amplificateurs opérationnels, c'est leur fonctionnement au régime non linéaire. Ça veut dire lorsque l'amplificateur opérationnel est saturé. On a déjà dit précédemment que lorsque l'amplificateur opérationnel est saturé, la tension de sortie est égale soit V7 plus V7, soit moins V7. Avec V7, c'est la tension de saturation, qui est pratiquement comprise entre 12,5 et 14,5 si la tension d'alimentation continue est moins 15 volts et plus 15 volts. Je commence cette étude de fonctionnement au régime non linéaire par les comparateurs à amplificateurs opérationnels. Par définition, les comparateurs sont des circuits fonctionnant au régime non linéaire. La tension de sortie S peut prendre seulement deux valeurs, soit plus V7, soit moins V7. Avec V7, c'est la tension de saturation de l'amplificateur opérationnel. La valeur de la tension de sortie S résulte de la comparaison de la tension d'entrée avec une autre tension de référence. C'est pour cela qu'on utilise le nom de comparateur à ces montages. On va commencer d'abord par un comparateur simple. C'est le montage que vous voyez à droite. De ce montage, c'est le plus simple des montages comparateur amplificateur opérationnel. On impose une tension grande E à l'entrée non inverseuse, donc V plus est égal grande E, et une autre tension petite e à l'entrée inverseuse, ça veut dire V moins est égal petit e, et la tension de la sortie est S. Comme vous voyez dans la figure, il n'y a aucun blocage, donc le montage ne peut pas fonctionner au régime linéaire. Il fonctionne en régime non linéaire, ça veut dire l'amplificateur opérationnel est saturé. Donc la valeur de sortie peut prendre seulement deux valeurs, soit plus V7 et soit moins V7. On a donc deux possibilités. La première possibilité, si petit e est supérieur à grand E. Dans ce cas, V- est supérieur à V+. Donc, on aura la tension de sortie S est égale, c'est moins V7. Dans le cas contraire, si E, petit e est inférieur à grand E. Dans ce cas, on a V- est inférieur à V+, et alors S, la tension de sortie S est égale plus V7. Donc la tension de sortie, la valeur de la tension de sortie résulte de la comparaison entre les deux valeurs des deux tensions d'entrée, petit e et grand E. On en déduit donc la caractéristique de transfert de ce montage, donnant S en fonction de E dans la graphe que vous voyez à droite. Lorsque petit e est supérieur à grand E, on a la tension S est égale à moins V7, et dans le cas inverse, on a la tension S, tension de sortie, est égale à plus V7. Donc on a ainsi
la tension de sortie S est positive quand la tension d'entrée est inférieure à la valeur C et inversement. La sortie est donc inversée par rapport à l'entrée. Cela justifie le terme de comparateur inverseur donné à ce circuit. Je passe maintenant à un autre exemple de comparateur amplificateur opérationnel. C'est le montage à hystérésis que vous voyez dans la figure à droite. Dans cette figure, l'entrée inverseuse, on impose une tension E à l'entrée inverseuse et l'entrée non inverseuse est liée à la sortie à travers la résistance R2. On va commencer d'abord par l'étude de la stabilité du montage. Pour cela, on suppose comme toujours que les signaux sont sinusoïdaux et que l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire. Pour déterminer l'équation différentielle reliant la sortie et l'entrée E, on va d'abord déterminer la fonction de transfert de montage. Comme on a déjà vu précédemment que en régime linéaire, on a AD est égal S sur E, ce que ça veut dire est égal, c'est S sur V plus moins V moins, est égal à 0 sur 1 plus J oméga sur oméga C, car on a déjà vu que l'amplificateur opérationnel se comporte comme un filtre passe-bas de premier ordre. En considérant que le courant I+ est égal à 0, et en utilisant le point diviseur de tension, on a V+ est égal à R1 sur R1 plus R2 fois S, qui est égal à alpha S, avec alpha est égal R1 sur R1 plus R2. Et puisqu'on a V- est égal à E, donc on déduit la relation reliant S et E en écrivant S est égal à A0 sur 1 plus J oméga C fois alpha S moins E. Donc la fonction de transfert de montage H qui est égale S sur E est égale à moins A0 divisé par 1 moins alpha A0 plus J oméga sur oméga C. À partir de cette fonction de transfert, on obtient l'équation différentielle reliant la tension de sortie S et la tension d'entrée E, qui s'écrit sous la forme 1 sur oméga C ds sur dt plus 1 moins alpha 0 S qui est égal à moins A0 E. Et sachant que pour les montages courants en pratique, on a alpha est supérieur à 10 à la puissance moins 5. Par exemple, si on prend R1 est égal à 1 kΩ et R2 est égal à 10 kΩ, on a alpha est égal à 1 sur 11.
Donc le terme de l'équation différentielle 1 moins alpha à 0 est négatif, puisqu'on a A0 est supérieur à 2 fois 10 à la puissance 5, comme on a vu précédemment. Donc le coefficient de l'équation différentielle 1 sur oméga c et 1 moins alpha à 0 n'ont pas le même signe, puisque 1 sur oméga c est positif et 1 moins alpha à 0 est négatif, donc le système est instable. Donc le signal de sortie sature rapidement, soit vers plus V7, soit moins V7, en fonction des conditions initiales. Comme conclusion, la sortie n'est plus proportionnelle à l'entrée et le montrage ne fonctionne plus ni en régime linéaire ni au régime sinusoïdal forcé, mais il fonctionne au régime de saturation. Ça veut dire que dans ce montage, la tension de sortie ne peut prendre que deux valeurs, soit plus V7, soit moins V7. Avec V7, c'est la tension de saturation. Je passe maintenant à l'analyse du fonctionnement du comparateur à hystérésis. D'après ce qu'on a vu précédemment, l'amplificateur opérationnel de ce montage fonctionne au régime non linéaire et la tension de sortie est égale soit plus V7 soit moins V7. Puisqu'on connaît la tension de sortie, puisqu'elle est égale plus ou moins V7, contrairement au montage dans le cas du régime linéaire, donc on part de la sortie pour déterminer l'état de l'entrée. En commençant d'abord par le premier cas, en supposant tout d'abord que la sortie S prend l'état plus V7, ça veut dire S est égal plus V7. Cet état est possible tant que V plus supérieur à V moins, comme on a vu précédemment. Lorsque V plus est supérieur à V moins, on a la tension S est égale plus V7. En négligeant le courant de polarisation, I- est égal à 0. Donc, en utilisant le point diviseur de tension, on peut écrire que la tension V plus est égale, c'est V plus est égal R1 sur R1 plus R2, S qui est égal R1 sur R1 plus R2, V7. Donc, puisqu'on a V moins est égal à E, donc l'étape précédente, ça veut dire S est égal à V7, est possible tant que E est inférieur à R1 sur R1 plus R2 V7. Pour le deuxième état, on suppose que la tension de sortie S est égale à moins V7 et ceci est possible tant que V plus inférieur à V moins. Comme précédemment, le point diviseur de tension permet d'écrire V plus est égal à R1 sur R1 plus R2 V7. Et puisqu'on a V moins est égal à E, et donc cet état de S est également à V7 est possible tant que E est supérieur à R1 sur R1 plus R2 V7.
pour déterminer la caractéristique de transfert du montage, donnant S en fonction de E, on suppose que le signal d'entrée est sinusoïdal et d'amplitude supérieure à VB égale R1 sur R1 plus R2 V7. D'après l'étude précédente, on s'aperçoit que si la valeur de la tension d'entrée E est comprise entre moins VB et plus VB, les deux zeta plus V7 et moins V7 de la tension de sortie sont possibles. Il faut donc choisir le signal d'entrée E tel que, à l'instant initial, seul un des états soit possible en sortie. Donc pour cela, on va choisir le signal d'entrée E sous la forme suivante que vous voyez dans la figure. Cette figure donne la variation de E en fonction de temps. En suivant l'évolution de E, on construit simultanément le signal de sortie S ainsi que la caractéristique de transfert donnant S en fonction de E. D'après la graphe précédente, on a AT est égal à 0, ça veut dire le point 1. La tension d'entrée E est inférieure à moins VP. Donc seul l'état S est égal plus V7 est possible. Lorsque le signal d'entrée E augmente, il atteint le point 2 dans lequel la tension d'entrée E prend la valeur moins VP. Dans ce cas, les deux états de sortie deviennent a priori possibles d'après l'étude qu'on a fait dans le paragraphe précédent. Mais puisqu'on a V plus moins V moins est égal à VB moins E est égal à 2 VB est supérieur à 0 car on a VB est positif. Donc la condition pour avoir S est égal plus V7 est toujours vérifiée. Il n'y a pas donc de basculement et S reste toujours est égal à plus V7. Lorsque le signal d'entrée E augmente encore, il atteint le point 3, dans lequel E est égal à VB. Dans ce cas, le seul état possible, c'est S est égal moins V7. Donc, la tension de sortie S bascule de plus V7 à moins V7. Le signal d'entrée E continue d'augmenter jusqu'à son maximum, ça veut dire le point 4. La tension de sortie, dans ce cas, ne change pas, puisque la comparaison entre les potentiels des entrées inverseuses et non inverseuses de l'amplificateur opérationnel donne toujours la même condition. Ça veut dire, entre le point 3 et le point 5, on a toujours la tension de sortie, S est égal à moins V7. Depuis le point 4, la tension d'entrée E diminue et atteint le point 5 dans lequel sa valeur est égale à VP.
De nouveau, les deux valeurs de la tension de sortie deviennent a priori possibles. Ça veut dire plus V7 et moins V7. Et puisque on a vu plus moins V- est égal à C moins VB moins E est égal à C moins 2 VB, c'est inférieur à 0. Donc la tension de sortie S reste à moins V7. La tension d'entrée E continue à diminuer jusqu'à atteindre le point 6, dont la valeur de E est égale à C moins VB. Dans ce cas, le seul état possible, c'est S est égal à C plus V7. Donc le système bascule en sortie de la tension moins V7 à la tension plus V7. Si enfin la tension d'entrée E diminue jusqu'à atteindre son minimum, et le système revient à la même situation de départ. On obtient donc le chromatogramme de la tension de sortie S, qui est dans la tension de sortie S en fonction du temps. Et le schéma que vous voyez à droite, c'est la caractéristique de transfert du comparateur à hystérésis, qui est dans la tension de sortie S en fonction de la tension de sortie d'entrée E. On obtient donc une caractéristique pour laquelle le chemin est différent pour chaque basculement. Ce type de caractéristique porte le nom de cycle à hystérésis, qui signifie être en retard. On parle aussi de Trigger-Schmitt ou déclencheur de Schmitt. Pour cette caractéristique de transfert que vous voyez, il faut indiquer par des flèches le sens de lequel le cycle à hystérésis est décrit. Pour les droites verticales, il faut les décrire dans un seul sens, mais pour les droites horizontales, elles peuvent être décrites dans les deux sens. Ce type de comparateur, ça veut dire le comparateur à hystérésis, est plus performant que le comparateur simple qu'on a déjà vu. En effet, comme les tensions de basculement sont différentes, donc il est moins sensible au bruit. D'autre part, les circuits fonctionnant sur ce principe à hystérésis peuvent être utilisés comme mémoire électronique. En effet, une mémoire électronique est un circuit qui garde l'information lorsque la tension d'entrée est nulle, c'est-à-dire si on n'applique plus de signal à l'entrée. Mais puisqu'il existe toujours des parasites, si bien que la tension d'entrée ne sera pas tout à fait nulle. Pour le comparateur simple, il bascule suivant le signe du parasite, alors que le comparateur à hystérésis restera dans l'état dans lequel elle se trouve.
sauf si l'amplitude du parasite devient supérieure à la valeur absolue de Vp, ce qui est très rare. Je passe maintenant à un autre montage amplificateur opérationnel fonctionnant au régime non linéaire. C'est le multivibrateur astable. L'une des applications importantes de comparateur à hystérésis est la réalisation de systèmes oscillants délivrant des signaux créneaux de période facilement réglables. C'est le principe de base d'un GPF, générateur basse fréquence, qui fournit des signaux en créneau qu'on intègre en triangle, puis qu'on transforme éventuellement en signaux sinusoïdaux. Le montage multivibrateur astable est représenté dans le schéma à droite. On remarque qu'il y a deux bouclages entre les entrées et la sortie. On constate expérimentalement que ce montage ne fonctionne qu'en mode saturé, ça veut dire en régime non linéaire. Dans ce montage, on reconnaît la présence de bouclage de comparateur à hystérésis étudié dans le paragraphe précédent. Je commence d'abord par l'analyse du fonctionnement de ce montage. On suppose tout d'abord que la sortie est en saturation haute, ça veut dire que S est égal à plus V7, ce qui signifie que la tension V- est inférieure à la tension V+. Dans ce cas, le condensateur de capacité C et la résistance R qui sont en série sont soumis à la tension positive V7, ce qui va entraîner une charge de condensateur à travers la résistance R. Après, la tension V- va augmenter et devenir supérieure à V+, provoquant ainsi le basculement de la tension de sortie S de plus V7 à moins V7. Alors que le condensateur va se décharger à travers la résistance R et V- va diminuer jusqu'à devenir inférieur à V+, on va de nouveau assister à un basculement de la sortie et ainsi de suite. Je passe maintenant à la mise en équation du phénomène. Pour cela, on suppose qu'AT est égal à 0. La sortie vient de basculer de moins V7 à plus V7 sur le point 2 dans le cycle à hystérésis vu précédemment. C'est-à-dire, d'après l'étude précédente, que V- est égal à C moins VB, dans ce cas, puisqu'on néglige le courant de polarisation et plus est égal et moins est égal à 0, en appliquant un point diviseur de tension entre l'entrée non inverseuse et la sortie, on obtient que V+ est égal à R1
sur R1 plus R2 fois V7 qui est égal à VB. Dans ce cas, puisqu'on néglige le courant de polarisation, et plus et moins, tout se passe comme si la résistance R et le condensateur C étaient en série avec un générateur de tension parfait et de force électromotrice qui est égal à plus V7. Donc le schéma équivalent est représenté dans la figure 1. D'après cette figure, on détermine facilement l'équation différentielle correspondante qui s'écrit sous la forme C V- plus RC dV- sur dt est égal V7. La solution générale de cette équation différentielle s'écrit V- est égal, si la solution homogène plus la solution particulière qui est égale à exponentielle moins t sur tau plus V7 avec tau est égal c'est RC et A c'est une constante qu'on détermine à partir des conditions initiales. On a AT est égal à 0, V- est égal c'est moins VB, donc on trouve l'expression de V- qui s'écrit sous la forme V- est égal c'est moins VB plus V7 exponentielle moins t sur tau plus V7. Cette solution est valable tant que V- est inférieur à Vp. Ça veut dire pour t comprise entre 0 et t1. En prenant V- t1 est égal à Vb, donc on trouve l'expression de t1 qui est égale c'est tau log newtonien de R1 plus R2 sur R2. À l'instant T1, la tension de sortie bascule de plus V7 à moins V7 sur le point 3 dans le cycle à hystérésis représenté précédemment. On va utiliser le même raisonnement que le précédent, sauf dans ce cas, la résistance R et la capacité C qui sont en série, ils sont maintenant soumis à la tension moins V7 et que V plus dans ce cas est égal c'est moins VB. Donc le schéma équivalent est représenté dans la figure 2 en dessous. D'après ce dernier circuit, on détermine l'équation différentielle de V- qui s'écrit sous la forme V- plus tau dV- sur dt est égal c'est moins V7. La solution générale de cette équation s'écrit sous la forme V- est égal à' exponentielle moins t sur tau moins V7 avec A', c'est une constante à déterminer à partir des conditions initiales et tau est égal c'est RC. AT est égal à T1, c'est les conditions initiales. AT est égal à T1, on a V- est égal c'est VB.
On déduit donc que l'expression de V- est égale à VB plus V7 exponentielle moins T moins T1 sur taux moins V7. Cette dernière expression est valable jusqu'à l'instant T2 pour lequel la tension V- devient inférieure à V+, qui est égal à moins VB. Le système bascule donc de nouveau en sortie à V7, c'est le point 6 de le cycle à hystérésis représenté précédemment. Le raisonnement est alors à reprendre au début, puisque le système est revenu à son point de départ. La période T du phénomène est égale à T2, que l'on détermine en écrivant que V-T2 est égal à moins VB. Donc on trouve que la période du phénomène T est égale à T2 est égale à 2 fois taux log péri de V7 plus VB sur V7 moins VB, qui est égal à 2 fois T1. La figure suivante représente l'allure des signaux obtenus sur l'entrée inverseuse et sur la sortie, avec le signal en pointillé, c'est le signal de l'entrée inverseuse, et le signal créneau, c'est le signal de la sortie. On a donc fabriqué un générateur de créneau de période proportionnelle à RC, donc il est facilement réglable avec une résistance variable. L'énergie de ce système provient de l'alimentation continue de l'amplificateur opérationnel, qui n'apparaît pas de le schéma électrique. Je passe maintenant à la dernière partie de ce cours. C'est le principe de fonctionnement d'un générateur de basse fréquence, c'est le GBF. Comme vous connaissez, un générateur basse fréquence délivre des sinus créneaux triangulaires et sinusoïdales, comme on a vu dans les travaux pratiques. On a vu dans le paragraphe précédent qu'on peut fabriquer un générateur de créneaux en utilisant un multivibrateur stable. Donc pour obtenir un signal triangulaire, il suffit seulement d'intégrer le signal créneau en utilisant un circuit intégrateur. Maintenant, pour obtenir un signal sinusoïdal, on peut réutiliser en sortie un filtre passe-bande pour filtrer le signal triangulaire. Cependant, il faudrait accorder la fréquence de résonance du filtre à chaque changement de fréquence de l'oscillateur. Cette méthode est donc très efficace pour un montage de fréquences fixes, mais pas dans le cas d'un générateur de fréquences variables. Donc on utilise pour cela un circuit appelé conformateur à diode. Son but est d'arrondir le signal triangulaire pour le transformer en signal sinusoïdal.